Benjamin, un petit mot d'accueil comme d'habitude et on entre dans le vif du sujet. Vous savez qu'au sein de notre cercle, on est extrêmement attentif à incarner une idéologie, aucune adhésion partisane, et je demanderai à tous les participants, évidemment, de rester ce soir factuel et apolitique parce que l'objectif n'est pas là. Malgré la situation dans laquelle nous nous trouvons, on peut se féliciter d'une chose, c'est que pendant cette campagne, on a effectivement beaucoup parlé de logement. Et ça, nous, professionnels de l'immobilier, ça fait du bien parce qu'on a eu depuis des années l'impression d'être un peu mis à l'écart. Donc voilà, donc j'ai hâte d'entendre nos intervenants et je les remercie tous d'être là ce soir. Geneviève, si tu le veux bien, tu vas ouvrir le feu. Je disais que tu es une spécialiste d'affaires publiques. On va te confier le rôle en quelques minutes de faire l'instruction civique. Alors, situation inédite, on l'a rappelé, Benjamin vient de le faire. Une Assemblée nationale qui est recomposée, mais sans qu'il y ait de bloc détenant la majorité absolue. On n'a même pas de majorité relative. Donc, première observation, qu'est-ce que cela peut entraîner? La vie des institutions. On peut croire que depuis dimanche soir, allez, ça y est, on a une nouvelle assemblée. Bon, on voit bien que ça entraîne des mouvements quant au gouvernement, que le Premier ministre a donné sa démission, elle a été refusée, mais il fait donc un mandat dont on sait que la durée est limitée. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer cette semaine, déjà à l'Assemblée nationale? Le renouvellement entraîne un certain nombre de choses. Qu'est-ce qui va se passer dans les institutions au sens large? Voilà, ton regard pour qu'on comprenne que nous ne sommes pas au bout de nos peines et qu'il faut être très attentif sans doute à tout ce qui se prépare. Et là, je ne parle pas que de logement, mais bien sûr, ça va impacter le logement. Tu pourras y revenir plus précisément, mais déjà, un petit cours d'instruction civique et de vulgarisation. Voilà. Bien volontiers, cher Henri. Merci de me donner la parole. On parle beaucoup depuis le deuxième tour des élections législatives d'un sujet qui est la majorité absolue. Et tout le monde est focalisé sur cette idée de majorité absolue. Il faut savoir que la majorité absolue dans le fonctionnement de l'Assemblée nationale est excessivement, rarement nécessaire. La majorité absolue n'est en fait nécessaire que dans deux cas très précis. Lorsque le Premier ministre pose la confiance au Parlement, il faut que cette confiance soit votée à la majorité absolue. Et à l'inverse, par l'initiative parlementaire, si les députés décident de voter une motion de censure, celle-ci doit être adoptée à la majorité absolue des voix. C'est les deux seuls cas où on a besoin d'une majorité absolue pour que le fonctionnement de l'Assemblée nationale marche. Donc, en dehors de ces deux cas, l'Assemblée nationale n'est pas du tout bloquée en l'absence d'une majorité absolue. Par contre, la majorité relative est beaucoup plus importante parce qu'on voit bien que dans cette nouvelle composition d'Assemblée nationale, les coalitions qui ont eu lieu pendant les élections législatives ne vont pas se retrouver dans la constitution de l'Assemblée nationale, puisque au sein des coalitions, même si on les prenait telles quelles, aucune n'a la majorité. Si on prend la gauche, toutes tendances confondues, Front populaire, divers gauche, PS, écolo, etc., on arrive à 13 députés. Si on prend le centre, c'est-à-dire Ensemble, les LR, Horizon, les centres droits, l'Union démocratique, on arrive à 231 députés. La majorité absolue, c'est 289. Et si on prend la droite, le RN Ciotti plus divers droite, on arrive à 143. Donc, la majorité absolue n'est effectivement pas acquise, quel que soit le côté dont on se tourne. Par contre, dans le texte des projets de loi ou des propositions de loi, la majorité absolue n'est pas requise. Et je dirais même que c'est presque l'inverse, c'est-à-dire que les lois se votent quasiment, à part les lois organiques, qui sont les lois de finances, mais sinon toutes les autres lois se votent à main levée. Ou au pire, à scrutin public. Ce qu'on appelle scrutin public, c'est lorsque les députés votent avec leur clé à leur pupitre, où ils ont le choix entre pour, contre ou abstention. D'où l'intérêt, et ça va être très compliqué de faire passer des textes, parce qu'il va falloir que les députés soient de bons élèves, soient en séance publique, pour faire passer au nombre de mains levées les dispositions
du gouvernement ou des amendements qu'ils auront déposés pour que ces dispositions soient votées. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les compositions des coalitions électorales n'ont rien à voir avec la composition de l'Assemblée nationale qui, elle, est composée de groupes. Et donc, on va avoir un émiettement des groupes politiques parce que dans le Front populaire, vous allez avoir un groupe communiste, vous allez avoir un groupe insoumis, vous allez avoir un groupe divers gauche, et avec chacun un président de groupe, un secrétaire de groupe, des vice-présidents. Et donc, tous ces groupes, chacun va rentrer dans sa maison, quelque part, à l'Assemblée nationale. Alors, pourquoi un émiettement de groupe? Tout simplement parce que quand vous êtes à la tête d'un groupe politique, vous avez une justification statutaire, vous siégez à la conférence des présidents, et je vais vous expliquer ce que c'est. Vous avez une justification financière parce que vous avez une dotation de l'État au nombre de députés inscrits dans votre groupe. Et puis, vous avez une justification de vie à l'Assemblée parce que vous avez un staff, vous avez des collaborateurs, etc. Alors, merci beaucoup. Trois questions inspirées par ton propos. Tu parlais de ces groupes parlementaires qui vont conduire à un émiettement, c'est-à-dire derrière les coalitions qui ont permis d'être élus plus ou moins brillamment, notamment le bloc de gauche, chacun va rentrer dans sa maison. Je reprends tes mots. Ça, c'est un premier sujet. Quand ces groupes vont-ils se constituer avec un président à leur tête, avec des vice-présidents, etc. Et puis il y a aussi d'autres organes majeurs à l'Assemblée, comme au Sénat, les commissions. On sait qu'elles font un travail de fond pour examiner tous les textes qui viennent du gouvernement ou qui viennent des parlementaires. Ces élections, et l'élection d'ailleurs aussi au perchoir, comme on dit, c'est-à-dire du patron ou de la patronne de l'Assemblée, ça va se passer quand? Est-ce que ces jours-ci vont être importants? Alors, la constitution des groupes parlementaires est importante parce qu'on se rend bien compte qu'aucun des groupes ne pèsera vraiment très lourd à lui tout seul. Donc, il faudra qu'il aille chercher des alliés. C'est la raison pour laquelle Emmanuel Macron ne se précipite pas pour désigner un Premier ministre parce qu'il attend justement l'émiettement de ces groupes. Et il l'a dit d'ailleurs, il a dit « j'attends la constitution des groupes à l'Assemblée nationale pour voir ce qui va se passer ». Alors, pour ça, il faut que l'Assemblée siège. Pour le moment, on n'a pas encore la date d'ouverture de la session. On n'est même pas sûr que ça ouvre avant les JO. Une fois que la session est ouverte, la première chose, c'est l'élection du président de l'Assemblée nationale. Une fois que le président est élu, il y a l'élection des vice-présidents et il y a l'élection des questeurs. Alors là, ça va être compliqué parce que traditionnellement, il y a 3 questeurs ou 4 maxi, et il y a un questeur qui est traditionnellement désigné par l'opposition. Sauf que là, on a plein d'oppositions. Donc, quel va être le questeur qui est chargé de gérer les comptes de l'Assemblée nationale? Ça risque d'être, et la majorité, normalement, s'abstient de voter. Donc, ça va être très compliqué de désigner à la fois le président, qui est en règle générale choisi par l'Élysée, de désigner les vice-présidents, les présidents de commission, qui sont eux élus en commission par leur pairs, et de désigner ensuite toute l'organisation du fonctionnement de l'Assemblée nationale. Mais vous n'avez pas que ça, vous avez aussi les présidents de groupes d'amitié, les présidents de groupes d'études, les présidents des différents offices qui siègent à l'Assemblée nationale. Tout ça, il va falloir que ce soit élus. Tous ces gens vont devoir être élus, et pour ça, il va falloir à un moment donné qu'au sein des groupes parlementaires, mais il y ait des alliances, et s'il n'y en a pas, ça risque de prendre beaucoup de temps. Deux questions de méthode. Tu nous disais que les votes sur n'importe quelle disposition qui peut concerner le logement, que ça vienne du gouvernement, que ça vienne des députés, ces votes vont devoir se faire en scrutin public, alors soit à main levée, soit de manière confidentielle, avec une clé, c'est comme ça que ça se passe. Ça veut dire aussi que, comme les Français ont été plus engagés, ils sont allés voter massivement, il va falloir un engagement plus franc. Et est-ce qu'on va voir moins de scènes d'hémicycles vides et davantage de participation des députés à la vie démocratique? Alors, je sais que c'est une image qui choque beaucoup les Français, ces hémicycles vides. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout le travail se fait en commission. Donc, excepté pour la loi de finances, le texte qui arrive en séance publique n'est pas le texte du gouvernement, mais le texte qui a été amendé en commission. Donc, finalement, le travail se fait en commission.
n'entérine que, en règle générale, sauf exception, le texte de la commission. Là, avec la composition émiettée de l'Assemblée nationale, ça risque d'être un peu différent. Parce que ce qui n'aura pas été voté en commission par des groupes pourra être redéposé en séance publique et en fonction du nombre de députés présents pourra être voté. Mais il y a quand même une session de rattrapage. C'est-à-dire qu'en fait, un texte ou un article dans un texte doit être voté pour être adopté définitivement, doit être voté à la virgule près en termes identiques entre l'Assemblée nationale et le Sénat, ce qu'on appelle les navettes. Bien évidemment, le gouvernement, quand il se fait déborder à l'Assemblée nationale en première lecture, parce qu'il y a plus de députés de l'opposition qui se sont mobilisés pour voter un amendement, le texte, l'amendement est voté, arrive au Sénat, revient à l'Assemblée, et en règle générale, en deuxième lecture, le gouvernement ne se fait pas avoir deux fois et rameute ses troupes pour qu'il y ait un amendement de suppression de cet amendement qui a été voté. Il faut savoir enfin que de toute façon, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Soit on a fini la lecture, première lecture Assemblée nationale, première lecture Sénat, et on a ce qu'on appelle une CMP, une commission mixte paritaire qui réunit 7 députés, 7 sénateurs qui fixe le texte définitif. Si la CMP échoue, on repasse dans les navettes, deuxième lecture Assemblée, deuxième lecture Sénat, et lecture définitive à l'Assemblée nationale. C'est pour ça qu'on dit que l'Assemblée nationale a toujours le dernier mot. Parfait. Est-ce que tu te prépares, parce que tu es partie des lobbyistes de ce pays, pour le compte de telle ou telle entreprise, telle ou telle organisation professionnelle, à avoir un travail plus complexe? Et alors là, je m'adresse aussi aux organisations professionnelles de notre secteur. Est-ce qu'elles vont devoir, quand on parle de multiplication d'interlocuteurs, hein, c'est ta description, être beaucoup plus vigilante, avoir un travail majoré, parce qu'il faut avoir non pas un interlocuteur dominant, mais peut-être 4 ou 5. Est-ce qu'il faut se préparer à ça? Alors absolument, il faut se préparer à ça, parce que comme la majorité va être émiettée quelque part, avec des maisons démultipliées, eh bien, il va falloir aller voir tous les groupes pour expliquer le bien fondé d'une mesure qu'on souhaite par rapport à un projet de loi ou à une proposition de loi. Et ça va demander de connaître parfaitement les rouages internes du fonctionnement de l'Assemblée nationale, du vote des lois, des possibilités qu'on a d'amendement. Et il va falloir essayer de faire accepter, entendre, écouter à un maximum d'interlocuteurs dans des groupes démultiplier la mesure pour qu'il y ait une espèce de consensus avec un maximum de parlementaires ou de groupes qui acceptent la mesure qu'on propose. Donc ça va démultiplier. Dernière chose, avant que Jérôme s'exprime et nous mette les idées au clair sur les mesures, est-ce qu'on va vers une politique de logement qui va être plus technique finalement et qui va avoir du mal à être idéologique? Parce que s'il faut un accord à l'idéologie très marquée, par exemple, de la France insoumise, qui va proposer telle ou telle mesure logement, si elle est rejetée par le RN, si on prend l'autre partie du spectre, ou par telle composante d'ensemble, finalement, on va avoir un plus petit dénominateur commun et on va avoir des mesures plus expertes que politiques. Est-ce qu'on peut imaginer cette chose-là? Alors, je pense, mais sauf erreur de ma part, je pense qu'on va être plus dans l'idéologie que dans la technique. Parce qu'il y a des promesses qui ont été faites, qui devront se traduire en termes législatifs, et on va avoir des orientations très idéologiques sur le logement social, sur l'accès à la propriété, sur l'expulsion pour les impayés, sur les crédits d'impôt. On va avoir des mesures phares très idéologiques en matière de logement. Et si j'ai l'occasion, j'y reviendrai. Certaines de celles qui sont annoncées sont inconstitutionnelles. D'autres sont très, très surprenantes sur le plan légal, mais j'aurai l'occasion d'y revenir. Oui. Donc, on ne sera pas à l'abri de mesures idéologiques, même si le groupe qui dépose, ou même si le gouvernement sait qu'il sera retoqué par le Conseil constitutionnel, par exemple, mais il y aura des effets d'annonce idéologiques qui immanquablement vont arriver, surtout en début de mandature. Merci beaucoup. Effectivement, on reviendra vers toi sur la question de la constitutionnalité, on dira de la teneur juridique, parce que c'est un sujet. Jérôme, à toi, alors, tu avais fait un travail, alors je vais dire de façon souriante, tu avais
en suivant les probabilités, travailler sur deux grandes familles politiques et tu en avais analysé les propositions. Tu vas le faire pour nous. Ça avait fait le fond d'articles que tu as rédigé pour l'Institut Sapiens. Et puis, il y a un groupe de plus qu'il a fallu que tu regardes de plus près et tu l'as fait pour nous. Voilà, donc une présentation sommaire et un petit mot peut-être sur l'Institut Sapiens parce que je l'ai cité sans dire quelle était sa fonction et ce que c'était. Voilà. Merci, bonsoir à tous. L'Institut Sapiens, c'est un laboratoire d'idées, un think tank, comme on dit, hein, qui est complètement indépendant, non partisan. C'est un vrai lieu de dialogue entre à la fois des professionnels, des universitaires, des personnes issues de la société civile. Et au sein de l'Institut Sapiens, on a monté un observatoire immobilier qui est dirigé par Bernard Cadot, comme tu l'as précisé. On se réunit chaque mois autour d'un thème et puis on essaie de rédiger plusieurs notes où on fait part un petit peu de nos propositions, en tout cas pour le logement. Comme tu l'as dit justement, effectivement, j'ai étudié, alors je l'avais fait un peu dans l'empressement en étudiant les positions du RN en me disant est-ce que ça sera pire que ce qu'on a eu jusqu'à présent, et puis je l'ai fait après pour le nouveau Front Populaire en voyant les sondages monter. Et puis, comme tu me l'as dit très gentiment, dimanche dernier, je dis j'ai peut-être quand même regardé les mesures de Ensemble. Je ne vais pas redire ce que Geneviève a très bien dit et beaucoup mieux que moi. Mais effectivement, on est dans une situation qui est un peu inédite sous la Ve République, puisqu'on a à la fois une discordance, un antagonisme entre un gouvernement et un président de la République dans un quinquennat, ce qui est quand même assez exceptionnel, et le tout avec une assemblée qui n'a pas de majorité. Et donc, si j'ai bien suivi ce que Geneviève a dit, il va falloir dégager des majorités de projets plus que des majorités politiques. Et donc, j'ai essayé de regarder un petit peu dans les programmes quelles étaient les lignes dans lesquelles des majorités pouvaient se dégager. Et c'est ce que je vais essayer de vous présenter en quelques mots. Mais déjà, je voudrais dire que on voit bien que les antagonismes entre deux groupes politiques forts et un troisième au milieu, en fait, ils sont relativement irréconciliables sur le fond, puisque sur le fond, en fait, on voit bien que la philosophie politique qui sous-tend en fait ces deux projets sont radicalement différentes. Hein. On sait bien, d'un côté, on a vraiment une vraie ligne de fracture entre la droite et la gauche, et on le voit dans ces programmes politiques, puisque d'un côté, on a la défense de la propriété privée, du patrimoine, de l'enracinement, etc. Et d'un autre, on a au contraire, dans une logique un peu marxiste que je ne vais pas développer, mais on a une suspicion sur la propriété privée. Et donc tout ça, ça se ressent en fait un petit peu dans les programmes. Parce que Benjamin disait, on a logement. On ne peut pas dire qu'il n'y en ait pas. Il y a eu des problèmes de logement. Tu n'as pas travaillé sur des bases qui n'existaient pas. Mais les clivages réapparaissent. Je veux dire, ces programmes, ils sont très distincts. Ouais, ils sont très distincts. Les clivages réapparaissent. Néanmoins, il y a des points de compromis. Et donc, j'ai regardé un petit peu les grandes mesures. Je vais en prendre quelques-unes. Par exemple, l'encadrement des loyers. C'était une mesure proposée par le nouveau Front Populaire qui avait dit qu'il fallait étendre l'encadrement des loyers. On se rappelle quand même que c'est sous le gouvernement Hollande que l'encadrement des loyers est apparu. Donc, on peut se dire qu'effectivement, il pourrait y avoir une entente aussi du côté de Ensemble pour essayer de former une majorité. Moi, je pense que rien ne s'oppose à ce qu'il y ait une majorité sur cette mesure qui est traditionnellement portée par la gauche. Et on peut rappeler qu'aucun ministre successif des gouvernements Macron ne s'est opposé à ce principe de l'encadrement des loyers. Donc, on pourrait dire que ça, c'est une mesure que si elle devait être portée soit par des parlementaires, soit par le gouvernement, elle pourrait trouver une majorité entre le nouveau Front Populaire et Ensemble. Et on a lu quand même, et c'est passé sous silence, quand même l'encadrement du foncier, ce qui est quand même un élément important et
qui n'est pas sans poser quelques problèmes sur le plan constitutionnel. Je pense que Geneviève en parlera. Mais l'encadrement du foncier qui sort un peu du chapeau, qui consiste à dire, en fait, on va vous bloquer le prix des fonciers. C'est une mesure qui pourrait trouver, à mon avis, une majorité parce que je ne vois pas ce qui oppose, plutôt, je n'en vois qu'une continuité de l'encadrement des loyers. C'est la même philosophie politique qui sous-tend l'encadrement des loyers dans l'encadrement du foncier. Donc je pense que là-dessus, on pourrait trouver, à mon avis, une majorité entre le nouveau Front populaire et Ensemble. Sur le PTZ, je vois qu'il y a des compromis possibles entre quasiment tous les partis, puisque tous les partis souhaitaient relancer le PTZ, à la fois pour l'ouvrir à tous les primo-accédants, mais surtout, quelle que soit la région, et ça, c'est plutôt un point positif, puisque le RN, le nouveau Front populaire, qui sont deux partis vraiment opposés sur le plan de la philosophie politique, se retrouvent ici sur le PTZ. Alors, je t'interromps parce que c'est un outil très, très important. Ça voudrait dire au moins deux choses. Ouvrir à tous les primo-accédants, c'est-à-dire ceux qui achètent des appartements comme ceux qui achètent des maisons individuelles. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et deuxièmement, il y a une différence de quotité aujourd'hui entre les territoires, entre les zones, comme on dit. On aurait aussi un alignement sur la plus forte quotité, qui est 40% de mémoire. Bref, un PTZ puissant de nouveau, pour simplifier. Oui, alors les programmes des candidats, comme tu le sais, ne sont pas aussi précis. Et donc, comme on dit, le diable se glisse dans les détails. Et c'est certainement dans les détails que les amendements des partis, les uns et les autres, se glisseront. Donc, il semble y avoir un accord comme ça. Mais évidemment, quand on rentrera dans le détail, ça sera sans doute pas si simple. Et il faut quand même dire aussi que on peut s'attendre à une hausse des taux auxquels la France emprunte, ce qui a quand même une incidence aussi sur le prêt à taux zéro, puisqu'il faut rappeler que le prêt à taux zéro, c'est l'État qui garantit et qui paye aux banques la différence entre le taux zéro et le prêt. N'est pas à taux zéro pour tout le monde, tout à fait. N'est pas à taux zéro pour l'État. Sur les mesures contre les expulsions, c'est une mesure qui m'avait beaucoup amusé, puisque on se rappelle de la loi Kasbarian qui avait voulu abroger, qui avait voulu plutôt intervenir. Et sur ces mesures-là, moi, il me semble il peut pas y avoir de majorité, à mon avis, qui se dégage, puisque le nouveau populaire souhaite clairement interdire les expulsions. C'est pas du tout le cas des autres majorités. Donc, je pense que sur ce plan-là, ça me paraîtra difficile de revenir en arrière. D'ailleurs, le Front populaire ne me paraît pas distinguer entre les deux parties de la loi Kasbarian, qui était un peu confuse au début, mais pas à l'arrivée, les squatteurs d'un côté et les ménages en difficulté de paiement de loyer de l'autre. Ce n'est pas la même chose. Et effectivement, le Front populaire dit, pour tout le monde, on limite, on arrête les expulsions. Voilà, on ne sait pas si ça va jusqu'aux squatteurs, c'est-à-dire ceux qui, clairement, empiètent sur la propriété d'autrui. Oui, tout à fait, exactement. Ensuite, sur la construction de logements publics, là aussi, il y a une entente possible entre le nouveau Front populaire et le Rassemblement national et Ensemble. Alors, l'Ensemble ne l'a pas mis dans son programme, mais dans ses prises de position, on a toujours vu qu'ils étaient favorables à la relance de la construction de logements publics. Je dis bien public. Alors, après, sur les chiffres, 200 000 pour l'un, 100 000 pour l'autre, on ne sait pas, mais on pourrait imaginer qu'il y aurait une majorité de projets là-dessus. Je vois un autre point d'accord aussi sur un autre sujet dont on avait parlé, c'est sur les garanties de loyer. Ça figure quasiment dans deux des trois programmes qui sont le nouveau Front populaire et Ensemble. Donc les modalités évidemment sont toujours à voir, mais à mon avis ça sera une extension de la garantie Visale. En tout cas, il y a un accord possible sur ces sujets-là. Sur le statut du bailleur privé, ou plus largement sur l'incitation des bailleurs privés ou par des moyens ou divers et variés, pour moi il n'y a pas d'accord possible à mon avis, puisque le Rassemblement national et le LER qui portent ces sujets-là ne sont pas du tout majoritaires, et au contraire le nouveau Front populaire, à mon avis, qui préfère le logement public et déteste les propriétaires, et on sait bien que Ensemble n'a rien fait sur ce sujet-là, donc à mon avis je pense qu'il ne se passera rien sur ce sujet-là.
Sur l'exonération des droits de mutation, il pourrait, à mon avis, y avoir un accord entre le Rassemblement national, Ensemble et LR, parce qu'ils ont évoqué ces sujets-là. On sait que les recettes fiscales pourront en pâtir, donc il y a peu de chances que ce texte voit le jour, et ce sera peut-être pas une priorité. Mais en tout cas, c'est un sujet qui pourrait réunir une majorité. Tout le monde est d'accord sur le financement de la rénovation énergétique, sauf le Rassemblement national. Donc peut-être un point sur lequel il y aura encore une majorité de projets qui pourraient se... Alors, je t'arrête là parce que c'est un point très important. Le Rassemblement national est allé jusqu'à dire, si nous avons la main, nous découplerons l'étiquette énergétique de l'interdiction de louer. C'est-à-dire, en clair, une passoire énergétique pourra continuer à être louée. Je Absolument. Rappelle, pour être honnête, que c'est une demande extrêmement large des organisations professionnelles et de l'UNPI. Alors, bon, avec le recul du RN, ce découplage a beaucoup moins de chances semble-t-il, de passer, d'autant que la gauche, avec à l'intérieur LFI ou les écologistes, à l'inverse, veut tenir et même accélérer le rythme de transition énergétique. Exactement. Tu as tout à fait bien résumé les choses. Deux derniers points sur la fiscalité, et qui est la mesure, je dirais, la plus emblématique, en tout cas, qui montre bien la philosophie politique qui sous-tend en fait l'antagonisme des deux projets, c'est le rétablissement de l'ISF, puisqu'on se rappelle que Macron avait voulu, en supprimant l'ISF, en fait, enlever les valeurs mobilières et ne garder que le patrimoine immobilier dans l'IFI, pour pénaliser l'immobilier et pour rendre liquide l'argent des Français. Le Rassemblement national était d'ailleurs se met d'accord avec le NFP pour dire il faut rétablir l'ISF. Alors, dans quelle mesure, on ne sait pas, mais ce que l'on sait, a priori, c'est que le Rassemblement national s'opposera à la taxation de l'immobilier, puisqu'elle veut le préserver en excluant la résidence principale ou ce qu'ils appellent la résidence unique. Et le nouveau Front populaire voudra rétablir la taxation des valeurs mobilières dans un ISF. Donc, il pourrait y avoir un accord sur ce sujet-là. Et pour aller plus loin sur la fiscalité, il y a sur l'impôt sur les successions, là aussi, il pourrait y avoir un accord sur l'exonération de droits de succession. Alors 100 000 pour les uns, 150 000 pour les autres, c'est un détail, mais quand évidemment le nouveau Front populaire voudra sans doute taxer davantage les plus hauts les successions les plus importantes, mais a priori dans les programmes il y a un accord sur le fait de vouloir exonérer de droits les petites successions. Bon, ils l'ont toujours dit depuis des années, et ça s'est jamais fait, donc on pourrait imaginer qu'il n'y ait pas non plus un empressement sur ces sujets-là. Voilà. Enfin, ils parlent du logement, mais comme depuis le début des quinquennats Macron, avec le bout des lèvres. Et aujourd'hui, quelle est la politique du logement, quelle est la colonne vertébrale de cette nouvelle Assemblée? Et Jérôme disait un peu, un côté, une France de propriétaires, de l'autre, une France de locataires, et au milieu, pas beaucoup d'idées. Moi, je suis un peu sur cette lecture-là. Et, et j'ai été très surpris de l'attitude de Bardella entre les deux tours, où d'un côté, il était devenu très raisonnable. Et je suis très surpris de l'attitude du nouveau Front populaire, à part LFI. Eux aussi, maintenant qu'ils sont en capacité de gouverner, ils deviennent très raisonnables. Et donc, mon sentiment, c'est que quand on se rapproche du pouvoir, avant le pouvoir, on promet tout pour être élu, et quand on s'en rapproche, on devient raisonnable. Et quand j'écoute Bardella ou Roussel, je vois bien que ce n'est pas le même discours qu'il y a quelques semaines. Et ma crainte, en fait, pour te répondre à ta question, Henri, c'est que le logement soit le grand oublié, à nouveau, de cette dislocation de l'Assemblée et de notre vie politique. C'est un sujet technique. Tu parlais d'idéologie ou de technique. Moi, ma crainte, c'est que ni l'un ni l'autre ne le précède. Et en fait, dans toutes les propositions qu'on a eues pendant la campagne, aucune ne traitait les vrais sujets. Aucune n'abordait le problème de la demande en tant que tel. On a beaucoup parlé du statut du bailleur, mais le sujet, ce n'est pas le bailleur, le sujet, c'est l'investisseur, qu'il soit public ou privé.
Dans le neuf, l'investisseur, c'est la moitié de la production de logements neufs par an, c'est 70 000 unités. Si on ne traite pas le statut fiscal de l'investisseur, qu'il soit personne physique ou personne morale, on ne relancera pas le marché. Et aucune des propositions dans les programmes n'a été portée là-dessus. Si on ne traite pas le lien entre les collectivités et l'État, si on ne traite pas le lien entre les collectivités et le logement, et toi et moi on en parle souvent, la suppression de la taxe d'habitation est une véritable catastrophe, on ne fait plus le lien entre la richesse d'une commune et la production de logements. Après, ce n'est pas cette assemblée-là qui va réintroduire un impôt de 18 milliards d'euros sur les Français. On est bien d'accord. Mais si on ne réintroduit pas le lien, je produis des logements et la commune devient riche, je produis des logements et la commune est capable de payer des services, d'offrir des prestations sociales et économiques à ses habitants, on ne résoudra pas l'offre de logement et donc l'offre, je veux dire, les permis de construire. Point très important, deux, trois choses. Quand tu dis, je vais revenir après sur la demande que tu viens d'évoquer comme un point majeur, et c'est le cas. Sur cette question de revenir sur un impôt qui a été supprimé, c'est vrai que tout le monde a explosé de joie pour s'apercevoir après qu'il y avait des effets pervers. Mais déjà, si on ne fait pas, si on n'accentue pas le mal, par exemple en baissant le droit de mutation, on ira dans le sens de ce que tu dis. C'est déjà l'autonomie fiscale des collectivités, il leur en reste un peu, ce serait bien qu'on la protège. Hein. On est Et puis, d'accord. il y a un autre sujet sur lequel je voulais te faire réagir, parce que c'est vrai que là-dessus, c'est un silence total. Nous avons perdu la possibilité pour un parlementaire de cumuler le mandat de député avec le mandat de maire ou de maire adjoint. Ton avis là-dessus? On a quand même l'impression, depuis 7 ans, d'avoir, sauf exception, des députés, voire des sénateurs, mais souvent ils ont été maires, qui ne savent pas de quoi on parle très localement quand on parle de logement. Et la même chose que de la taxe d'habitation, moi j'ai sauté de joie quand on a supprimé le cumul des mandats. Et je regrette effectivement cette disposition constitutionnelle où aujourd'hui on a des élus à l'Assemblée qui sont hors sol. Et c'est vrai que bon, tu parlais de lobbyistes, et nous aussi en tant que professionnels, on va chercher, on va rencontrer les députés. Quand ils ont été élus maires, eh ben on arrive à discuter, ils arrivent à comprendre la problématique, ils arrivent à porter des amendements, porter des sujets au niveau de l'Assemblée. Quand ils n'ont pas été élus maires, le logement, ils s'en moquent totalement. Donc, un de nos problèmes, nous, professionnels au sens large, c'est à l'Assemblée, les députés en charge du logement, spécialistes du logement, il y en a de moins en moins. Ils n'ont pas forcément le poids politique qu'ils devraient avoir ou qu'ils avaient avant. Et effectivement, si on avait le maire d'une grande ville qui portait une réforme sur le logement, on imagine qu'elle aurait plus de chances d'aboutir qu'avec des maires qui n'ont plus de mandats locaux. D'ailleurs, l'Association des maires de France et les associations des villes moyennes, etc., sont nombreuses, prennent de plus en plus position sur les questions de politique du logement. Sur la demande, je te pose une autre question. Tu as parlé de l'investisseur pour dire en effet qu'il n'y avait aucune promesse, là au moins on est au clair. La resolvabilisation, la solvabilisation de la demande des accédants et primo-accédants. Quand Jérôme nous dit il y a un accord pour élargir le prêt à taux zéro, ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Est-ce que tu penses vraiment qu'il ne se passera rien autour de ce prêt à taux zéro, qui est un levier extrêmement puissant, qui coûte cher, c'est vrai, avec des taux d'intérêt qui montent? Est-ce qu'on peut durablement, tu n'es pas construiseur de maison individuelle, mais tu as une vision globale, exclure tous les ménages qui veulent de la maison individuelle? Ton regard sur cette probabilité d'avoir enfin un PTZ puissant? On revient sur l'idée de quand on arrive au pouvoir, on devient raisonnable. Le PTZ, il y a 2 ans, c'était 1 milliard 200 millions, 1 milliard 300 millions. Aujourd'hui, oui, c'est 600 millions. Le gouvernement précédent, il disait, OK, le PTZ, moi, je l'élargis, il n'y a pas de problème. Tu veux que ça soit toutes les zones, pas de souci. Tu veux que ça soit aussi la maison individuelle, pas de problème. Par contre, le budget, il reste à 600 millions. Et donc, le sujet aujourd'hui, c'est est-ce qu'on va avoir une assemblée capable de dire le PTZ, ou un gouvernement, c'est plus 600 millions, c'est 1 milliard 2. Et si je veux être efficace et traiter toutes les zones et tous les produits, ce n'est pas 1 milliard 2 qu'il faudrait. Je pense qu'il faudrait revenir à 2 milliards ou 2 milliards et plus. Et comment on le finance? Alors nous, on sait que c'est un investissement parce qu'en finançant ces logements-là, on va permettre de relancer la production, on va créer de la TVA, on va créer de la richesse. Il n'empêche qu'on revient au sujet de constitutionnalité qu'évoquait Geneviève en début, c'est que ça va venir créer d'abord une dépense avant de créer une recette.
Et c'est en ça où ma crainte, c'est qu'il va falloir avoir un gouvernement ou des ministres relativement forts pour porter ce style de disposition devant une assemblée de 577 où ils auront quelle majorité? Un tiers, moins de la moitié. Et 3 ministres du logement en 3 ans, hein, parce que je ne crois pas dire de bêtises, qui va accepter d'être ministre demain? Enfin, moi, j'ai hâte de voir la composition du gouvernement. C'est plus un CDD, ça devient un contrat de mission. Oui, alors derrière le Premier ministre qui va accepter la mission, il y a en effet des ministres, et notamment un ministre du Logement. On espère qu'il y en aura un. Merci Norbert. On reviendra aussi vers toi. Nicolas, alors, des mesures ont été évoquées qui touchent directement les propriétaires bailleurs, les locataires, ceux qui achètent, ceux qui vendent, ceux qui louent. Ton regard spontané et sans idéologie, empreint de pragmatisme. Alors, je vais essayer de donner une position qui n'est pas du tout politique, hein, et de m'écarter de ce sujet politique pour pouvoir rentrer dans un sujet très technique et être le porte-parole de mes clients. 2 petits mots en introduction avant de répondre à votre question, Henri. C'est que déjà un sujet sur le marché qui, bon, bien évidemment, la promotion est en crise, le logement est en crise et le sujet aujourd'hui à sauver, c'est ça. L'immobilier ancien n'est pas en crise, hein. Concrètement, ça, c'est ma position osée, mais qui est certaine. L'enjeu aujourd'hui, c'est effectivement le logement. On a besoin de logement et pour avoir besoin de logement, on a besoin de personnes pour les porter, ces logements. Il y a bien évidemment les institutionnels, le public, mais il y a aussi les privés. Et ça, c'est le deuxième point d'introduction qui me paraît essentiel et autour desquels je vais tourner vraiment sur toutes mes réponses. C'est que je considère qu'il y a un triptyque qui est vraiment au cœur du maintien du marché, que ce soit pour l'investissement ou la résidence principale. Et ce triptyque que mes clients me demandent, c'est quoi? C'est retrouver de la confiance. Ça, c'est extrêmement important. Retrouver de la stabilité. Et la troisième chose, c'est retrouver un équilibre entre des mesures qui soient coercitives et des mesures qui soient incitatives. Et là, on revient sur un sujet politique et avec une lecture qui est un peu plus approfondie des différentes propositions qui ont été faites par les 3 parties, dans lesquelles on peut revenir. On a beaucoup parlé de promotion, mais si jamais on reparle de confiance, typiquement, et vous parliez notamment du risque porté par un propriétaire bailleur pour louer un logement, le risque premier, c'est typiquement que le locataire ne paye pas. Voilà. Et si ce risque augmente, les propriétaires, c'est simple, ils iront vers d'autres marchés. Et dans les propositions qui sont faites aujourd'hui, effectivement, sur ce marché de la location, concrètement, la première crainte qui est exprimée là sur ces 15 derniers jours, 3 dernières semaines à la lecture des programmes qui sont faits par mes clients, c'est oui, mais est-ce que j'aurai la certitude concrètement d'avoir quelqu'un qui sera en mesure de m'assurer que mon loyer soit bien payé? Voilà, ces sujets-là, c'est la base même concrètement de la confiance que nos clients peuvent retrouver. Alors, si jamais on rentre un petit peu sur le marché de la location dans les différentes propositions qui ont été énoncées auparavant, il y a effectivement un sujet autour duquel tout le monde se met d'accord, c'est la garantie des loyers. C'est aujourd'hui le 3e dispositif ou 4e dispositif qu'on lance et qui ne fonctionne pas très, très bien. Moi, je cherche surtout les bonnes raisons qui vont faire que celui-là, il va fonctionner. Et ça m'intéresse. Et il y a 2-3 éléments de lecture que je peux apporter là-dessus. C'est la communication qu'on peut faire autour de ces dispositifs de garantie universelle de loyer. La communication qu'on peut faire à un locataire. Dire à un locataire que ton logement est assuré, c'est lui dire concrètement, t'inquiète pas, hein, si jamais tu ne payes pas, c'est quelqu'un d'autre qui va porter ce loyer-là. Et dire à un propriétaire en face que son locataire peut ne pas payer, c'est apporter un sentiment de risque avéré ou pas, hein, concrètement, mais d'insécurité et donc du coup une bonne raison de ne pas investir. Pire, concrètement, c'est si quelqu'un est en impayé, lui dire que le locataire ne sera pas expulsable. Et là, dans ce cas-là, concrètement, mes propriétaires bailleurs aujourd'hui disent j'investis plus, c'est plus possible, je ne veux pas le faire. Il faut savoir aujourd'hui que le propriétaire bailleur lambda, c'est celui qui constitue sa retraite et qui a un logement, 2 logements à la location. Donc, si on veut porter ces gens-là, il faut qu'on arrive à retrouver ce contrat de confiance avec les propriétaires. Ça me semble essentiel. Un éclairage sur ce sujet, hein, pour en finir avec l'impayé, c'est l'éclairage qui peut être donné aujourd'hui par le marché de la location courte durée. Le
le marché de la location courte durée, quand mes clients vont dans ce marché-là, c'est certainement pas pour trouver des rentabilités, hein. La rentabilité des marchés type Airbnb, quand on prend euh, en compte la femme de ménage qui doit passer tous les jours, finalement, elle n'est pas forcément beaucoup plus élevée que celle qu'on peut avoir dans le marché traditionnel. Mais il n'y a Aujourd'hui, pas c'est… d'impayé. Comment? Mais il n'y a pas d'impayé. Mais il y a trois sujets qui sont vraiment au centre des réflexions de mes clients. C'est, moi, on ne me demande plus de DPE, hein, concrètement. Donc, j'ai beaucoup moins de mesures coercitives. La deuxième chose, c'est que je n'ai pas d'impayé parce que mon locataire, il a déjà payé. Et puis, la troisième chose, c'est que la fiscalité, elle est beaucoup plus intéressante pour moi. Donc, concrètement, j'ai deux types de marchés. J'ai un marché qui impose de la coercition et donc, du coup, qui impose du risque ou en tout cas de la rentabilité versus risque plus contraignante. Et un marché vers lequel j'ai peut-être plus de facilité, plus de sécurité, moins de contraintes. Voilà. Donc c'est vraiment important quand je parle de retrouver un contrat de confiance, retrouver un équilibre entre les mesures coercitives et incitatives, c'est redonner des schémas aux propriétaires bailleurs pour leur donner cette envie d'investir et de fluidifier, libérer le marché, quoi. Alors, je t'arrête là-dessus, c'est très important. Bon, tu es un grand spécialiste de gestion locative, donc je sais à qui je pose la question. D'abord, tu dis les risques que fait peser, alors en l'occurrence le bloc de gauche, bon, ça a été précisé par Jérôme, sur les dispositifs qui existent aujourd'hui pour récupérer un logement lorsqu'il y a un impayé, les dispositifs qui existent pour expulser un squatteur, et la fameuse loi Casbarian est venue en rajouter, mais il existait déjà des choses. Toi, tu dis ça, il ne faut pas y toucher. C'est un élément de la confiance. Juste pour être sûr que je comprends bien. Si on compromet les dispositifs qui permettent, on peut ne pas les trouver suffisants, mais qui permettent à un propriétaire de récupérer son logement, ça, c'est précieux. Dans le groupe Martineau, dans mes clients, le taux de rotation sur mon parc aujourd'hui, c'est entre 6 et 7%. Tous les ans, Oui. j'ai entre 6 et 7% de mes clients qui disent « je vends ». Voilà. Les raisons principales de la sortie du marché de la location de ces gens-là, c'est récupérer leur argent pour pouvoir le placer ailleurs. Voilà. D'accord. La raison principale, c'est de dire, il y en a deux en fait, hein, j'en ai marre d'avoir des contraintes et aujourd'hui, ça devient trop difficile pour moi. Faire des travaux de rénovation énergétique, des DPE, être en mesure effectivement de… Voilà, c'est des contraintes trop importantes. Et la deuxième chose, c'est un risque qui est de plus en plus important, hein. Tous les grands réseaux nationaux annoncent une augmentation d'impayés au cours des dernières années et Oui. tous les grands réseaux aujourd'hui sont en train de se battre pour arriver à contenir ces sujets-là. Donc, le message, à mon sens, à envoyer à ces gens-là, c'est des messages qui soient politiquement, de dire on va vous accompagner dans cette aide pour pouvoir pour pouvoir contenir ce risque-là, pardon, plutôt que de celui de dire si jamais il y a des gens qui ne payent pas, et bah, du coup, on ne pourra plus les expulser. Parce que ce qui est, que ce soit en rapport avec la Constitution ou que ce soit faisable ou que ce soit, voilà, la question n'est pas là, c'est vraiment une question de confiance qui est nécessaire à retrouver chez mes clients. D'accord. Et sur les dispositifs de sécurisation, là aussi Jérôme nous disait, il y a un accord. Alors, accord entre les trois blocs, au centre, ensemble. On parle d'extension de visa, c'était une intention du président Macron d'ailleurs qu'il a exprimé il y a déjà 2 ou 3 ans. Et ailleurs, on parle de garantie universelle des loyers, hein, c'est le grand retour de ce concept. On se rappelle, loi Allure 2014. Elle n'a jamais vu le jour. Est-ce que je peux avoir ton regard sur ces dispositifs publics ou semi-publics, Visal, c'est l'argent des entreprises, mais on va dire dispositifs publics de sécurisation versus la garantie contre les impayés de loyer. Je crois que tu en es un grand distributeur au bénéfice de tes propriétaires bailleurs. Est-ce qu'on a besoin d'un produit public ou est-ce qu'il faut dissuader les blocs de prendre l'argent public pour ça, alors qu'il y a des solutions d'assurance qu'il faudrait peut-être généraliser. Pourquoi pas les rendre obligatoires d'ailleurs? Ton regard là-dessus? Sur le papier, c'est super. Alors déjà, je suis distributeur des deux produits parce que j'utilise à la fois Visal et la garantie de loyer impayé. Voilà. Et il y a des sujets sur lesquels Visal apporte des réponses que la garantie de loyer impayé ne peut pas apporter.
Je ne vais pas rentrer dans le débat et dans la technique. Maintenant, ce que je peux dire au-delà de cette sécurisation apportée à premier regard, qui est top, hein, objectivement, qui apporte un confort et une sécurité supplémentaire, c'est trois choses. Je reviens à cet élément de communication. Plus on dira à nos locataires et à nos propriétaires que de toute façon, quoi qu'il arrive, qu'il y a un loyer qui soit payé ou un loyer qui ne soit pas payé, l'État va couvrir de toute façon le risque. Plus on va dire ça, plus on va, ouvrir la brèche auprès des locataires. Et la deuxième chose, c'est plus on va être, moins on va rassurer les propriétaires bailleurs. Ça, c'est la première chose. L'élément de langage et de communication est extrêmement important. La deuxième chose que je peux dire, c'est que voilà, c'est le deuxième ou troisième dispositif qu'on remanie, qu'on remet en œuvre, qui a beaucoup de mal à démarrer. La question que je pose surtout, c'est qu'est-ce qui va faire que cette fois-ci, ça va marcher, alors que les fois précédentes, ça n'a pas marché. Troisième chose que je peux dire là-dessus, c'est que concrètement, je crois qu'il y a des assureurs qui font très très bien la chose. Laissons aux assureurs privés faire les choses qu'ils maîtrisent bien. Voilà, je crois que c'est le message que j'ai envie de passer aujourd'hui. Et on pourrait imaginer qu'une extension des ventes de garantie loyer impayé permettrait d'en faire baisser le prix et peut-être même d'accepter des locataires avec des profils plus divers. Ce serait assez logique hein, si on avait… Aujourd'hui, je crois qu'on a à peu près 1/5 du parc hein, qui est couvert. Alors toi, dans ton portefeuille, je crois que tu es un bon élève. Tu as un taux de couverture qui est plus élevé. On a un taux de couverture, effectivement, chez nous qui est plus élevé. On est à beaucoup plus que ça. Et je crois que c'est aussi ce que viennent chercher les clients chez nous quand ils viennent voir des professionnels immobiliers. C'est aller chercher de la sécurité et de la confiance. Donc là, concrètement, plus on est dans un schéma dans lequel la confiance, je dirais, s'estompe, ou en tout cas le doute s'installe, plus les gens viennent chercher chez nous, en tout cas chez les professionnels et à travers aussi de la garantie loyer impayé, de la sécurisation de leur investissement. Et ça, je le comprends parfaitement. Et d'ailleurs, on voit qu'on a de plus en plus de personnes qui aujourd'hui, même sur les derniers mois, nous demandent effectivement cette garantie loyer impayé. Un petit mot, je vais revenir vers Norbert, vers Jérôme, à ce sujet-là, de crédit. On n'a pas parlé de crédit. On parlait de prêt à taux zéro, c'est déjà parlé de crédit, mais pour parler de crédit libre, il y a la question de la portabilité. C'est un sujet qui est cher au président de la FNAIM, mais pas que lui. Ça a été évoqué, je demandais à Jérôme s'il a en mémoire de nous repréciser ça. Ça a été évoqué, je crois que tel ou tel bloc, telle ou telle partie y était favorable à cette portabilité des crédits. Et puis il y a aussi les critères hein, d'octroi, le fameux Haut Conseil de stabilité financière. On se rappelle que Lionel Causse, dont je vous dis qu'il a été brillamment réélu au deuxième tour, d'ailleurs, pour ceux qui ne le sauraient pas, président du Conseil national de l'habitat, il avait porté une proposition de loi qui a été stérilisée, hein, voilà, largement lâchée par le gouvernement et par le gouvernement de la Banque de France. Est-ce qu'il y a un sujet crédit pour les accédants, voire les investisseurs? Un mot de Nicolas et puis un mot de Norbert et de Jérôme là-dessus. Et puis on reviendra vers Geneviève juste après. Alors, en 2 minutes, si je peux donner mon point de vue, c'est Nicolas qui parle. Quand je dis que le marché de l'immobilier ancien n'est pas en crise, on est à 850 ou 900 000 transactions. Bon, si jamais on me propose de signer 900 000 transactions sur les 15 prochaines années, j'y vais. Maintenant, ça a été un marché qui a été fortement chamboulé, et notamment pour les primo-accédants qui, eux, ont largement souffert. Ça, c'est clair. Donc, il faut arriver à proposer effectivement des solutions qui vont arriver à débloquer et à libérer le marché. Ça, c'est une proposition de la FNAIM qui a été reprise par le RN, je crois. Hein, à l'origine, c'est une proposition de la FNAIM et c'est extrêmement intelligent sur le papier. Ça, pour le coup, je suis complètement fan de cette proposition. Concrètement, ça peut permettre de fluidifier fortement le marché parce que les propriétaires aujourd'hui qui ont acheté il y a 5-6 ans à des taux de 1 ou 1,5, aujourd'hui, un des freins principaux quand ils viennent me voir en transaction, c'est de dire oui, mais moi j'ai un crédit à 1% et là on me propose un crédit à 3,5. Concrètement, la culbute que je peux faire, elle est complètement mangée par le crédit, par l'augmentation du coût du crédit.
Donc, la portabilité du crédit, c'est simple, hein, c'est la réutilisation du crédit de mon ancien logement pour pouvoir le porter sur le nouveau. La seule question à se poser, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de créer un effet contre-productif? La question à se poser, c'est est-ce que les banques, concrètement, vont accepter? Euh, on leur propose concrètement de continuer à porter un crédit à 1%, alors qu'aujourd'hui, elles se refinancent à plus cher que ça. Économiquement, ça ne tient pas. Voilà. Et le retour de bâton qu'on peut avoir, c'est quoi? Concrètement, c'est des banques qui sécurisent de plus en plus leurs dossiers pour éviter ce genre de choses. Voilà, c'est la garantie hypothécaire systématique avec contrainte de revente du bien avec contrainte de remboursement du crédit voilà, au moment de la revente, voire même, j'ai envie de dire plus tard, le retour des crédits à taux variable ce qui n'est pas une réalité en France aujourd'hui. Donc, il ne faut pas que ce soit une super idée sur le papier qui se trouve être en fait, dans les faits, une mauvaise idée et qui rebloque le financement du marché tel qu'on l'a eu l'année dernière et qui commence à se libérer un peu maintenant, quoi. Norbert, ton regard sur les crédits, quand on est promoteur, on a des clients qui y recourent aussi, avec le PTZ qui existe dans le neuf ou Et dans la TVA l'existant arrive. rénové, mais il faut des crédits complémentaires. Ton regard sur ce qui vient d'être évoqué, portabilité, critères du HCSF, est-ce qu'il n'y a pas des choses à faire là-dedans? On a le meilleur crédit immobilier du monde. Et je trouve que la proposition de la FNAIM et que valide Nicolas est totalement absurde parce qu'elle aurait comme conséquence de passer en taux variable. Avoir un taux fixe à 25 ans que les clients peuvent renégocier en sachant qu'ils revendent en général au bout de 8 ans, c'est un truc absolument extraordinaire. Et donc, il faut qu'on s'accroche à ça. Vouloir y déroger, c'est demain avoir des taux variables comme les Anglais, comme les Espagnols, avoir des choses fixes à 2, 3, 4 ans, renégociables après avec des mensualités qui explosent et ce n'est pas protéger nos clients. Je comprends bien pourquoi Loïc Quentin porte ce sujet-là, mais je suis d'accord avec beaucoup de choses de ce qu'il pense, qu'il dit, mais pas là. Et si on veut aider deux clientèles qu'on évoque, les primo-accédants et les investisseurs, il faut très clairement faire péter les règles du HCSF, où la Banque de France a déclaré qu'il y avait un risque sur l'immobilier, et à force de le déclarer, elle le provoque, parce qu'effectivement, les investisseurs, bien souvent, sont investisseurs de plusieurs logements, et donc ce critère d'endettement des 25% ou des 30% est absolument absurde pour eux. Et pour les primo-accédants, il faut raisonner dans l'évolution de leur carrière. En général, on est primo-accédant en début de carrière professionnelle, entre 25 et 35 ans. C'est là où les revenus augmentent. Et je pense que Nicolas a raison, les banques n'iront pas dans la portabilité du prêt. Par contre, elles iront dans l'idée que vous gagnez 40 000 euros à 30 ans. Elles savent, grosso modo, dans leurs statistiques, dans toutes les bases de données qu'ils ont, que vous allez avoir un salaire qui va progresser de X% dans les X années et qui va vous permettre de payer un prêt, une mensualité supérieure dans les années à venir. Je crois que le travail est plus sur l'évolution des salaires pour les primo-accédants et faire péter la règle des 25 ou 30% du HCSF. Mais le précédent ministre de l'économie qui était là depuis 7 ans n'arrivait pas à s'opposer au gouverneur de la Banque de France. Je doute que le prochain le fasse. Merci beaucoup. Jérôme, sur cette question du crédit, pas grand-chose à ajouter sur la portabilité. Effectivement, dans les programmes, il n'y avait que le Rassemblement national qui avait repris cette mesure. Et encore, elle n'était pas du tout écrite dans le programme. C'est Marine Le Pen qui, lors du congrès de la FNAIM, avait repris cette mesure-là. J'ai rien lu dans aucun des programmes et j'ai entendu dans aucune bouche des candidats des mesures au sujet du HCSF. On sait que c'est le ministre des Finances qui est en fait le vrai ministre du logement, puisque c'est lui qui détient les clés du HCSF. En tout cas, c'est l'analyse que je fais. On sait très bien qu'il y aurait deux mesures urgentes à mettre en place. C'est le retour du calcul différentiel pour le calcul du taux d'effort et puis la liberté accordée aux banques dans l'appréciation du taux d'effort. Et ces mesures-là sont à la main du HCSF, donc du ministre de l'économie, donc du futur gouvernement. Mais est-ce qu'ils en sont conscients aujourd'hui? J'en suis pas sûr. Mais c'était une mesure éminemment politique de bloquer les crédits. C'est mon analyse. Merci beaucoup. Geneviève, alors
réaction à ce qui a été entendu avec ton regard de lobbyiste. Et puis, tu avais aussi fait l'effort, hein, je l'ai dit, tu connais bien l'univers du logement, de regarder les mesures logement, peut-être des compléments ou des nuances de ta part. Alors, là où je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est que celui qui a la main, c'est pas tant le ministre du Logement que le ministre des Finances, de l'économie et des finances, parce que toute mesure qui impacte à un moment donné une disposition de crédit d'impôt, de taux d'intérêt ou de je ne sais quoi, c'est le ministre des Finances c'est Bercy qui a la main. Avec un arbitrage en cas de désaccord entre le ministre du Logement et Bercy, avec un arbitrage du Premier ministre. Mais en règle générale, c'est Bercy qui gagne. Et ce qu'il faut savoir d'ailleurs, c'est que dans la préparation du budget, Bercy fait les arbitrages. Dans le dépôt du projet de loi, mais ensuite des amendements, Bercy doit donner son accord sur des amendements, notamment au rapporteur du texte ou bien au président de commission. Donc, c'est quand même sur toutes les questions, ces questions-là relatives au logement, c'est Bercy qui a la main. Et donc, il va falloir être très attentif à la personnalité du prochain ministre de l'économie et des finances, et pas seulement que du ministre du logement. Je voulais juste, pour revenir sur ta question de tout à l'heure, revenir sur le calendrier. Normalement, les travaux de l'Assemblée nationale et du Sénat s'arrêtaient le 12 juillet pour question de Jeux olympiques. Et il n'y avait pas de session extraordinaire de prévue. Là, une session est de plein droit ouverte, donc qui ne nécessite pas de décret du président de la République, normalement le deuxième jeudi qui suit le deuxième tour des législatives, ce qui nous porterait au 18 juillet. C'est l'ouverture des Jeux olympiques. C'est l'ouverture des Jeux olympiques. Mais normalement, la Constitution prévoit que le deuxième jeudi suivant les élections législatives, la session parlementaire est ouverte de plein droit pour élire le président de l'Assemblée nationale, les vice-présidents, les questeurs et les présidents de commission. Y aura-t-il ensuite une session extraordinaire pour aller au plus vite? Je ne pense pas en raison des Jeux olympiques, mais là, c'est sur décision du président de la République. Alors, très bien, parce que ça me conduit à une question que je crois majeure. On parle là de diverses dispositions, qu'elles soient budgétaires ou qu'elles soient civiles. Il peut y avoir un projet de loi sur les droits des locataires. Bon, on a abordé tout ça. Le projet de loi de finances pour l'année qui suit, c'est-à-dire pour 2025, c'est une règle du jeu majeure pour le logement. Bon. Chaque année, on l'observe, on vient d'en parler avec Norbert, un prêt à taux zéro qui serait boosté, ben, ce sera majeur, une taxe qui serait abaissée, enfin, tout ça, c'est majeur. Est-ce qu'il se pourrait qu'on ne soit pas en mesure de faire cette loi de finances? Parce que tu vas nous rappeler à quel rythme elle se fait normalement. C'est un édifice qui se construit, c'est un gros édifice, et normalement, on devrait déjà être dans ce travail de construction. Alors, on devrait déjà être dans ce travail de construction. La loi de finances, traditionnellement, l'examen de la loi de finances commence en octobre, et elle doit être votée dans un délai de 70 jours. Donc, ce qui nous amène à décembre, avec toutes les navettes, les discussions et la procédure parlementaire que j'ai expliquée tout à l'heure. Donc, normalement, l'été est utilisé pour mettre au point cette loi de finances, ensuite la passer au Conseil d'État et à tous les organismes qui doivent la viser, et ensuite arriver sur le bureau de l'Assemblée nationale. La difficulté, c'est que là, on va avoir un gouvernement qui va gérer les affaires courantes et qui travaille, les services de Bercy continuent à travailler sur la loi de finances, sur les grandes orientations, mais quand le gouvernement va être nommé avec les nouveaux ministres, et notamment le nouveau ministre de l'économie et des finances, rien ne nous dit que la loi de finances qui aura été préparée durant l'été sera dans la mouvance idéologique du ministre en question et des différents ministres, santé, éducation, logement, qui ont quand même des mesures à inscrire en loi de finances. Donc, ça va être très compliqué ou alors ça va être fait au pas de charge. C'est ça, exactement. Et en tout cas, on en revient à la nécessité d'être très vigilant, peut-être même au cours des vacances et pas seulement pour regarder les JO. Hein, c'est un point important. Alors, moi, je pense que la vigilance aujourd'hui, il faut qu'elle se fasse avec les services de Bercy.
pour avoir des informations et pour pouvoir passer des messages. Parce qu'aujourd'hui, le ministre, il est plus là demain. Donc, l'impact est quand même très limité. Il faut aller voir les services. Et on rappellera, alors ton avis d'ailleurs là-dessus, parce qu'on peut penser une chose ou l'inverse, les services, hein, les administrations centrales, comme on dit. Alors, on les critique beaucoup. Bon, est-ce que c'est pas un gage de stabilité? On voit aujourd'hui à quel point on a de l'instabilité politique, on a des hauts fonctionnaires qui sont là et qui vont rester. Est-ce qu'ils peuvent être changés ou démis pour les plus importants d'entre eux, pour ceux qui sont patrons des administrations centrales, que ce soit à Bercy, que ce soit au logement? Ton regard sur ce qui a l'air stable, est-ce que ça peut devenir instable aussi? Alors, les grands patrons d'administration centrale, et le balai a déjà commencé, puisqu'Emmanuel Macron a déjà déplacé, renommé des patrons d'administration centrale. C'est un balai qui est traditionnellement effectué à chaque remplacement de président de la République. Là, ça se fait un peu dans la précipitation et dans l'urgence. Il va falloir un peu regarder là aussi les déplacements des plaques tectoniques, hein, comme on a à l'Assemblée, sur l'administration centrale. Mais à un moment donné, soit on a un gouvernement fort, et auquel cas le gouvernement est capable, avec une idéologie forte, d'imposer ses vues et l'administration centrale doit suivre. Soit on n'a pas ça, et ça existe, et ça a beaucoup existé, eh bien, l'administration centrale qui décidera. Je vais vous donner un exemple que j'ai vécu lorsque j'étais conseillère parlementaire. Un ministre demande à un parlementaire de déposer un amendement considérant que lui, gouvernement, il ne pouvait pas le faire, mais il s'était engagé lorsque le président de séance dit avis du gouvernement, avis de la commission, il s'était engagé à dire avis favorable. Et au moment de la question du président de séance, le ministre a dit avis défavorable. Vous imaginez la tête du député qui avait déposé un amendement en style télécommandé. La réponse du ministre, Bercy m'a dit non. Donc, je n'ai pas pu voter cet amendement. Donc, on voit bien que l'administration a un poids considérable, parce qu'il nous a dit mon administration et l'administration de Bercy m'a dit non. Donc, c'est pour ça que je dis, il faut bien sûr aller voir les élus, les parlementaires, les rapporteurs de textes, les présidents de commission et les ministres, mais il ne faut pas sous-estimer le poids de l'administration centrale, sauf à avoir des ministres forts. Bon, alors voilà, des conditions hein, qui seront remplies ou pas. Aura-t-on un gouvernement fort, des ministres forts? On va aussi regarder tout ça. Je voudrais, parce que l'heure a tourné un peu trop vite, parce qu'on a eu beaucoup d'incidents et je renouvelle des excuses. En fait, je crois qu'on a perdu beaucoup de participants, mais que dès demain, l'enregistrement de qualité sera envoyé à tous ceux qui s'étaient inscrits. Je tiens à le dire. Donc, je vous remercie de votre patience technique. Je remercie les 4 débatteurs qui ont vraiment fait l'exercice avec cœur, beaucoup de sincérité, beaucoup d'expertise. Je remercie Geneviève, Nicolas Martineau, Norbert Fanchon et Jérôme Bovy, dans un exercice un peu inédit pour Jérôme. On l'attend souvent sur d'autres choses, plus tech. Merci à tous les 4. Je passe la parole à Benjamin qui va aussi préciser la date de notre prochaine réunion. Et je souhaite à ceux qui ont la chance de se reposer un peu, de vivre d'heureuses vacances. Merci Henri, merci à tous. Encore une fois, je renouvelle nos excuses pour l'incident technique. Malheureusement, c'est le problème du direct, ça arrive et j'espère le moins souvent possible. Merci à tous les intervenants, ça a été extrêmement intéressant, extrêmement technique pour comprendre ce qui nous attend en réalité. Merci aussi de votre optimisme. Même si je pense que la réalité, elle va être un peu plus complexe que cela, parce que on va se retrouver, à mon sens, à des situations de blocage inédits. Mais on verra. En tout cas, je vous souhaite à tous un bel été et on vous informera rapidement de notre prochaine conférence qui aura lieu en septembre. Merci à tous. Merci, bye bye. Merci beaucoup. Au revoir. Et l'apéritif, chacun chez soi. Merci bien. Au revoir. Merci. Devant le football.